Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Carrefours de l'IA, le rendez-vous mensuel pour découvrir des cas d'application de l'IA en entreprise et également découvrir des résultats de recherche. Alors, les Carrefours de l'IA sont organisés dans le cadre ici de l'AI Week, qui est elle-même organisée et initiée par AI for Belgium. Et les Carrefours de l'IA sont l'événement de Digital Wallonia for AI qui organise tous les troisièmes mercredis du mois ce webinaire en partenariat avec l'Institut Trail qui rassemble les universités et les centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi en partenariat avec AI for Belgium et enfin en partenariat avec l'AWEX et avec le soutien bien sûr du SPOE. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir de très grandes personnalités du monde de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Laurence de Villers, qui abordera le thème de l'intelligence artificielle, les émotions et les robots, ainsi que Jean Ponce sur le domaine de la computer vision. Alors, je laisserai Nathanaël les présenter de manière plus complète. Et avant de passer au vif du sujet, sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathanaël Ackerman, qui sera le modérateur de cette session. Nathanaël est le lead et le leader de la coalition AI for Belgium. Il est aussi expert AI and Innovation au sein du service public fédéral de la stratégie et appui, c'est-à-dire le BOSA. Nathanaël, je t'en prie. Merci beaucoup Antoine et bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et c'est un plus grand plaisir encore d'accueillir Laurence et Jean. Enfin, il n'y a pas de comparaison, excusez-moi pour cette petite phrase, mais donc on va avoir une première keynote de Laurence et ensuite une présentation par Jean Ponce. Alors Laurence, tu es professeur en intelligence artificielle à l'Université de Paris-Sorbonne depuis 2011 et tu effectues ta recherche au sein du LIMSI CNRS. Tu animes depuis 2004 une équipe sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Précédemment, tu as enseigné l'informatique et en particulier l'IA au sein du département informatique de l'Université d'Orsay. Tu as également travaillé après ta thèse et avant de devenir maître de conférence à Stanford, au Stanford Research Institute à Paris. Depuis 2015, tu es membre de la CERNA, qui vient de changer de nom, si j'ai bien compris, Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten, qui est une des alliances liées à la recherche en France. Tu as participé à la rédaction du rapport sur l'éthique de la recherche en robotique et dirigé celui sur l'éthique de la recherche en apprentissage machine. Tu coordonnes actuellement un rapport sur l'éthique de la recherche sur les agents conversationnels, experte en traitement du langage, apprentissage machine, dialogue homme-machine et affective computing. Tu mènes des recherches sur la détection des émotions et les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées, notamment avec des robots. Laurence, la parole est à toi. On ne t'entend pas. Bonjour et merci pour cette invitation au Carrefour de l'IA en Belgique. Il est essentiel de faire ces événements et de les faire aussi conjointement en Europe. Donc, je ne vais pas me représenter, mais je vais dire juste que depuis 2020, j'ai également une chaire en IA qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics, qui est l'idée de créer une plateforme laboratoire interdisciplinaire pour étudier les machines conversationnelles, non pas comme des artefacts d'ingénierie, mais comme une classe d'agents ayant des modèles comportementaux et une écologie particulière. Mon laboratoire, c'est le LIMSI qui vient de changer de nom, qui s'appelle maintenant le Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, LISN, sur Paris-Saclay, et qui regroupe maintenant 400 chercheurs à l'université. Je vais rentrer dans le vif du sujet. D'abord, la voix. La voix, c'est mon terreau de recherche. J'allais chercher au début, pour ma thèse, à reconnaître ce qui était dit. Et maintenant, je m'intéresse à comment cela est dit, quelles sont les émotions derrière ou les intentions des personnes qu'on pourrait extraire à la fois donc, du signal paralinguistique, la façon dont je parle, la musique de ma voix, et puis également les mots, évidemment, que je prononce. Ces plateformes
à entrée vocale vont devenir omniprésentes autour de nous, dans tous les objets qui sont dans notre quotidien pour améliorer l'expérience client, pour personnaliser la communication, pour donner des conseils médicaux, pour créer des compagnons virtuels. Alors, on voit déjà beaucoup d'objets comme cela, dont les agents conversationnels et ces enceintes vocales comme Google Home, Alexa, Amazon que vous devez reconnaître, mais aussi sur Twitter, par exemple, en marketing, il y a des agents, des profils artificiels comme Lil Makela qui donne des conseils à des jeunes adolescents et qui est une entité artificielle. Et derrière elle, il y a des marques en fait qui pilotent du marketing. Easy Recruit, par exemple, c'est dans le domaine du RH. Donc là, on utilise la voix pour aller détecter si le jeune ou étudiant ou la jeune étudiante est à l'aise, quels sont les soft skills derrière ces extractions d'indices dans la voix. Et là, je dis qu'il y a sûrement des problèmes éthiques importants et que ce n'est pas assez régulé. Je vous montrerai tout à l'heure donc des assistants compagnons également qui posent des questions éthiques. Et on voit déferler dans toutes ces enceintes vocales, je ne vais pas reprendre tous les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mais aussi les Batix ont développé et vont développer de plus en plus ces enceintes avec lesquelles nous allons parler et tous ces objets avec lesquels on va parler. Donc les enjeux prioritaires de ma chaire, ce sont avant tout de travailler sur l'éthique by design, éviter des biais lorsque je construis un système de détection des émotions, mais aussi l'éthique des usages, comment je vais accepter ces systèmes, comment je peux éduquer, évaluer et faire qu'on coopère avec ces objets le mieux possible. Et donc, ça m'amène aussi à parler de l'éthique sociétale, comment traiter les IA, comment vont-elles modifier nos comportements en société, changer des valeurs, par exemple, dans le futur du travail, sur la responsabilité, le mérite, la créativité. Donc, il y a un grand nombre de sujets qui sont à la fois très pointus parce que je vais mettre en œuvre des systèmes les plus au niveau de l'état de l'art, de la recherche sur des agents conversationnels capables de détecter les émotions et d'en produire et de raisonner à partir de ces informations. Et également, à quoi ça sert, hein? Est-ce que ces systèmes vont pouvoir nous manipuler d'une certaine manière, même si c'est une manipulation douce? Et on va voir que pour la santé, par exemple, c'est assez intéressant de développer ce genre de système, mais en même temps, est-ce qu'il y a des risques qu'il faut éviter? Donc, je parlerai aussi d'évaluation, d'audit et de ces sujets d'éthique. Si je reviens sur l'IA ou l'intelligence ou l'imitation artificielle, bon, c'est une discipline scientifique permettant de mieux comprendre notre intelligence, avant tout nos émotions dans mon cas, et de mettre en œuvre des systèmes pour percevoir, raisonner et agir sur le monde extérieur, avec pour certains des capacités d'apprentissage en ligne et de communication en langage naturel, donc qui est mon sujet de recherche. On a souvent mis en avant ces recherches extrêmement intéressantes sur le deep learning, sur l'apprentissage machine avec des réseaux de neurones que j'ai déjà utilisés dans ma thèse en 92, donc qui sont pas fondés sur des principes qui existent depuis longtemps. Maintenant, nous avons une puissance de calcul et des algorithmes de plus en plus complexes pour l'apprentissage qui sont extrêmement intéressants, qui permettent de montrer sur des tâches comme des jeux, qui sont des tâches finies et qui sont très différents de l'application de ces systèmes dans le monde réel, des performances bien supérieures à celles des humains. Le système, si j'ai mis une pomme, ce n'est pas pour faire une publicité pour Apple, c'est pour dire que le goût de la pomme, la machine ne l'aura jamais, elle n'a pas de corps, elle n'a pas de conatus, elle n'a pas d'intention de vivre, de se maintenir dans un état, et elle n'a pas de perception phénoménale des choses, elle n'a pas non plus ces 5 sens qui font que nous, on apprend en fait différemment, que l'enfant apprend très vite. Ces machines apprennent très lentement avec beaucoup de données et elles n'ont aucune compréhension du sens commun, de nos intuitions, de nos émotions. Ce ne sont que des imitations. Alors, qu'est-ce qu'un chatbot? Puisque j'ai parlé de parler avec ces machines, eh bien, ce sont des systèmes qui permettent d'interagir. Quelques-uns disent de converser. Converser, c'est vraiment pour l'humain. La machine va être capable d'interaction et sans doute pas encore et sans doute jamais de conversation telle qu'on l'entend. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? Ce sont donc des machines comportant plusieurs modules d'intelligence artificielle. On capture le signal, on fait de la reconnaissance de la parole, qui est donc un module d'intelligence artificielle. On fait de l'analyse sémantique et de la gestion du dialogue et enfin de la génération de réponses. Le premier système qu'on a appelé ELISA
qui simulait un psychothérapeute rogérien, était construit dans les années 60 par Joseph Weizenbaum au MIT. Et déjà, il montre qu'il est possible de tromper certains humains. Alors, qu'est-ce que c'est que converser? Je vous l'ai dit, c'est plus que juste interagir, c'est co-construire une histoire, comprendre le sens, comprendre les états mentaux, les émotions de l'autre, représenter en mémoire, raisonner, répondre, simuler l'empathie, s'engager, se synchroniser. Et la machine va simuler certains de ces aspects. Et de plus en plus, nous aurons donc des interactions vocales, on dit 50% d'ici 2022, avec des chatbots et des robots. Alors, le terme robot, lui, vient de la science-fiction en 1920, par de robota, qui veut dire serviteur, esclave. C'est une machine qui comprend 3 éléments, des capteurs pour comprendre l'environnement dans lequel elle se trouve, des processeurs qui analysent les paramètres recueillis pour prendre une décision et des actionneurs qui lui permettent d'agir dans le monde réel. On a vu beaucoup de science-fiction avant d'avoir arrivé des robots réellement, et donc on a une certaine projection, un certain fantasme par rapport à ces machines douées d'émotions, comme ce HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, les robots actuellement sont utilisés, commencent à être utilisés comme assistants, par exemple pour certaines pathologies comme l'autisme ou pour des personnes âgées. Et ils sont très loin en fait d'une conception très aboutie. Et on va voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Au LIMSI, donc au LISN maintenant, ce laboratoire où je suis, on a travaillé avec des robots. On n'en construit pas, mais on travaille sur des agents conversationnels, donc des systèmes capables de dialoguer que l'on embarque sur ces robots qui sont accessibles à distance via le cloud. Donc, qu'est-ce que c'est que les émotions? C'est un nouveau sujet qui s'appelait l'affective computing, qui est né de Rosalind Picard, de ses travaux au MIT en 1997. Et ces 3 grands domaines, le fait de détecter les émotions, de comprendre et raisonner, et de générer des émotions. Grâce aux neuroscientifiques et notamment à Antonio Damasio, on a pu comprendre récemment, avec des images cérébrales, avec des études poussées sur des maladies en neurosciences, que sans émotion, nous n'étions pas rationnels. Et c'est un résultat extrêmement intéressant qui, si vous intéresse, peut être retrouvé dans le livre de Damasio qui s'appelle L'erreur de Descartes. Pour les émotions, on les représente de façon très simple pour l'instant, avec par contre un grand nombre de signaux qu'on va chercher sur le visage, dans l'audio, sur la posture, voire qui sont des indices physiologiques qu'on va prendre à partir d'une montre connectée par exemple, ou d'autres équipements qui seraient plus contraignants parce qu'on les porterait comme un casque cérébral pour aller regarder les ondes cérébrales. Mais il y a à distance, juste avec une caméra et un micro, déjà des coefficients, des indices que l'on peut extraire, qui sont extrêmement pertinents pour représenter des émotions, mais les émotions sont très culturelles, très idiosyncrasiques, c'est-à-dire liées à l'individu, à sa personnalité, son éducation, sa culture, comme je l'ai dit, et également à la situation dans laquelle il se trouve. Et cette interaction sociale vient modifier les émotions que l'on ressent. Par exemple, je suis en panique et je suis devant un hiérarchique supérieur, je vais dire oui, bien sûr, je vais gérer. Donc, c'est compliqué et ce n'est pas encore fiable. Pourtant, on voit arriver un grand nombre de systèmes qui veulent traiter les émotions. Alors, dans ce qu'on essaie de faire au LIMSI, on travaille sur des interactions où on va utiliser l'historique des interactions, les inputs du robot, le contexte d'un jeu, par exemple, pour prendre des décisions. Et puis, on construit un profil émotionnel de la personne en interaction. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord, c'est une bonne nouvelle, ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif. Voilà, donc il disait évidemment le profil interne. On va utiliser ce genre de système pour essayer d'accompagner des personnes âgées. On a fait donc des tests dans des EHPAD, à l'hôpital Broca, en collaboration avec des gériatres et des psychiatres. C'est intéressant pour des logiciels d'entraînement, de remédiation. On a travaillé aussi sur les phobies sociales. Et c'est vrai que l'Université de Californie du Sud créait ce genre de machine pour, par exemple, détecter chez les militaires des signes d'un syndrome post-traumatique ou la dépression, et que pour certains qui ont vécu vraiment des dépressions, c'est plus intéressant de parler à la machine qu'à un humain parce qu'elle ne juge pas. Voici encore un autre exemple qui vient là de Californie. C'est donc une capture d'émotions à partir d'indices multimodaux. Hi, I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. Vous voyez les captures à la fois sur le visage,
l'audio et cet agent 2D qui est sur un écran là, qui répond à la personne. Tous les signaux vont être pris de façon très précise. Il a un peu attendu, la machine l'a noté. C'est pas très assuré, etc. Donc, vous voyez là, il y a une forte possibilité de jugement en fait sur la personne et de détection d'indices extrêmement fins. Les machines vont être très très bonnes pour apercevoir des indices extrêmement fins. De l'autre côté, l'humain a tendance à anthropomorphiser ces machines, donc à projeter sur elles des attributions de caractéristiques et de comportements de vie humaine ou de vie du vivant en tout cas sur ces objets. Et ça va poser des confusions possibles. On l'a vu même avec des aspirateurs autonomes où la personne le ramène chez Darty, par exemple, qui est donc vend des aspirateurs comme ça, il dit je veux le même parce qu'il connaît ma maison et ce truc a un nom. Vous voyez, on va encore plus loin là. Non seulement c'est un agent conversationnel, mais là il a un corps représenté par un hologramme et il vit entre guillemets avec un jeune japonais. Et c'est une publicité pour un système qui est déjà vendu, qui n'est pas très cher et qui fait de la domotique, qui allume le chauffage, qui réveille. Et qui est cette jeune fée clochette qui donne des conseils, qui est omniprésent et qui a un langage de jeune femme à la maison. Même quand l'homme est parti, elle continue à envoyer des messages et toute la journée, c'est comme ça, montrant une espèce de présence pour éviter l'isolement toute la journée et tout le temps, qui est à la fois rassurante sans doute, mais extrêmement complexe pour imaginer la société de demain, si on est entouré d'artefacts qui répondent au minimum à nos besoins, qu'est-ce qu'on va devenir? L'illusion du vivant, on voit qu'il y a énormément de travaux aussi pour simuler des robots qui nous ressemblent. Du coup, c'est aussi complexe. Alors, je travaille de plus en plus sur cette idée de nudge, c'est-à-dire que ces machines qui vont nous parler vont pouvoir nous manipuler de façon incitative, de façon assez soft, mais quand même, c'est fondé sur les travaux en économie de Richard Thaler, qui est prix Nobel en 2017, et ces systèmes ont travaillé sur nos biais cognitifs pour nous faire changer d'avis, par exemple. On peut imaginer énormément de sujets sur le marketing pour ça. Donc, il est évident que les enjeux éthiques de ces machines autonomes sont importants. Il y a 4 leviers importants: éduquer les ingénieurs, qu'ils aient plus de déontologie, qu'ils comprennent que ce sont à eux de parler aussi de la technologie qu'ils sont en train de mettre en œuvre, qui va changer la société. Les chercheurs également, les journalistes, les industriels, les politiques. Tout le monde doit s'intéresser à ces notions de qu'est-ce que va devenir la société si ces systèmes changent énormément de notre façon d'apprendre, de communiquer, etc. Expliciter les règles éthiques à coder dans un robot et rendre le robot capable de les apprendre en continu, c'est un sujet un peu complexe, ça, sur lequel je ne reviendrai pas. Mettre en œuvre des outils et des métriques, avoir un ensemble de réglementations juridiques, c'est extrêmement important. Comme je l'ai dit, je suis donc au CNPENN, Comité national pilote d'éthique du numérique maintenant, qui a remplacé la CERNA dont parlait Nathanaël. Donc l'éthique du numérique, c'est un processus dynamique qui est avant tout va varier. On va être obligé d'adapter l'éthique, de la réinventer à chaque fois. C'est l'idée aussi de remettre l'humain au cœur du débat pour les questions de surveillance, de responsabilité, d'algorithme et d'anonymat, respecter la culture et les biens communs et travailler sur la méta-éthique également. Et je suis aussi impliquée dans un groupe international sur le futur du travail qui s'appelle le GEPAI. C'est une consultation internationale. Nous sommes 15 pays. Je travaille avec des chercheurs et également des personnes qui sont plus impliquées dans les gouvernements en Inde, à Singapour, en Australie. C'est extrêmement intéressant de voir les différences culturelles et d'aborder ces sujets ensemble, avec les tensions politiques, économiques, culturelles et éthiques du numérique. Il y a des défis de recherche nombreux pour améliorer ces systèmes qui sont pour l'instant pas encore très malins, mais qui sont quand même capables de nous manipuler. Il y a aussi des défis considérables pour la compréhension des capacités de ces agents conversationnels pour les utilisateurs, pour savoir quelles données ils enregistrent, comment les répliques sont transparentes, explicables, quel profil de l'utilisateur je me prends en compte pour modifier la stratégie du système et l'idée que s'en fait la personne en face.
Donc, il est extrêmement important et le sujet donc, de le rapport éthique sur lequel on travaille, c'est cette idée de confusion de statut, d'attribution de noms propres. Quelles sont les tensions éthiques, malmener des chatbots, les conflits, la manipulation, le libre choix, mais aussi, vous voyez, depuis peu sont arrivés des systèmes, par exemple, Microsoft voulait vendre sur la possibilité de faire revivre des morts à travers leur langage, donc des chatbots et la mémoire des morts. Qu'est-ce qu'on doit faire pour surveiller tout cela? Les effets à long terme sur le langage sont également des sujets. Évidemment, nous fondons aussi tout ce que l'on fait, on les rapproche de ce que l'Europe essaie de monter, et je pense qu'il faut travailler ensemble sur les constats, les métriques nouvelles. Évidemment, ces facteurs éthiques dans la conception des chatbots sont complexes parce qu'il y a un problème de spécification dès lors que le chatbot est capable de répondre à un grand nombre de sujets, mais il n'empêche qu'il faut construire des métriques, à comprendre mieux les finalités de ces agents, les biais d'apprentissage, l'instabilité de l'apprentissage et ces problèmes d'explicabilité et de transparence, sachant qu'il est impossible d'avoir des évaluations rigoureuses, mais il faut encadrer cela de la même façon qu'on a encadré finalement l'utilisation des médicaments. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je vous ai intéressé et que je peux répondre à vos questions. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités » en 2017. Je continue à écrire. J'ai écrit celui-ci « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça » en 2020. Je suis en train d'en écrire encore un autre sur l'IA, les robotiques et les conséquences pour la société, pour lesquelles on manque d'ingénieurs et de chercheurs dans le numérique qui parlent de ces sujets d'usage et des conséquences. Nous sommes à même de changer la façon de construire, de designer ces systèmes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurence. C'était très intéressant. Ce que je propose, c'est directement de passer à l'exposé de Jean Ponce et ensuite d'avoir une petite interaction avec le public. Il y a plusieurs questions qui sont déjà apparues et je vais présenter maintenant Jean Ponce. Donc, Jean Ponce, tu es directeur de recherche à l'INRIA et professeur invité à NYU, donc l'Université de New York, en détachement de l'École normale supérieure où tu es professeur et où tu as dirigé le département d'informatique de 2011 à 2017. Après des études en mathématiques à l'ENS Cachan, tu as obtenu les doctorats de troisième cycle d'État en informatique en 83 et 88 de l'Université de Paris-Sud. Tu as occupé les postes de chercheur au MIT, puis à Stanford jusqu'en 2005, de professeur à l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Tes recherches portent sur la vision artificielle et ton livre Computer Vision, A Modern Approach a été traduit en chinois, en japonais, en russe notamment. Jean, tu es directeur scientifique de Prairie, donc l'Institut parisien de recherche interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle. Tu es rédacteur en chef de la revue International Journal of Computer Vision et tu présideras le congrès international, le congrès sur la conférence internationale sur la Computer Vision en 2023. Tu es aussi fellow de IEEE et ELIS et un ancien membre de l'Institut interuniversitaire de France. Tu as reçu 2 brevets aux États-Unis, une bourse Advanced Grant ERC et 3 prix reconnaissant les articles les plus influents que tu as rédigés sur une période de 10 ans, les prix CVPR Longuet-Higgins en 2016-2020 et ICML Test of Time. Jean, la parole est à toi. Merci Nathanaël. Je vais essayer de partager mon écran. Là, vous me voyez? Oui. Ok, très bien. Je vais essayer de faire relativement vite, mais j'ai beaucoup de planches. Donc, Nathanaël, interromps-moi quand il faut. Oui, on a un peu de flexibilité, Jean. Donc, je pense que. D'accord, ouais. Des fois, quand je me lance. Oui, si tu exagères, je le dirai. Voilà. Merci, et je suis très heureux d'être ici. Mes planches sont en anglais, je suis désolé, mais je vais faire la présentation en français, bien évidemment. Donc, merci à nouveau, Nathanaël, de m'avoir invité pour cette introduction. Je vais parler des défis et des opportunités aujourd'hui pour ce qu'on appelle la vision artificielle. Donc, ce que je vais faire, c'est définir le problème et puis parler un peu de ces défis et des occasions qu'il y a à exploiter.
Donc, la vision artificielle, c'est le domaine de l'intelligence artificielle consacré à l'interprétation automatisée des images numériques, des vidéos numériques. Donc, un exemple joué que vous avez ici, c'est... attendez, je vais essayer de montrer mon pointeur. En haut à gauche, vous avez une photo. Ensuite, on peut imaginer qu'on branche cette photo dans un ordinateur en haut à droite et que l'ordinateur va essayer de sortir automatiquement une description de cette scène, de la scène qui est dépeinte par la photo. Donc, une description qui serait raisonnable, par exemple, ce serait de dire c'est une scène de rue, ça se passe à l'extérieur, c'est un café, il y a des chaises, des gens qui boivent leur café. Si on cherche un niveau de granularité très fin, on peut parler du fait qu'il y a un cendrier là sur la table devant, etc. Donc, ça, c'est le genre de description qu'on aimerait qu'un ordinateur soit capable de donner de cette photographie. On pourrait aller plus loin. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo, mais j'imagine qu'elle a été prise à Paris et j'imaginerais même qu'elle a été prise en bas du boulevard Saint-Michel, mais je ne suis pas sûr. Et donc, vous imaginez tous les détails qu'on peut penser extraire d'une photo telle que celle-ci. On peut aussi penser écrire des descriptions qui, au lieu d'avoir ce côté sémantique, comme ici, hein, qu'est-ce qu'il y a dans l'image, c'est plutôt de construire une description des propriétés physiques du monde observé dans l'image. Par exemple, ça pourrait être la profondeur à chaque pixel, ça pourrait être le matériau dont est fait le dos des sièges, etc., etc. Alors, ce genre de description ne sort pas tout seul du câble qui sort d'un appareil photo. Hein. Ça va dans l'ordinateur. L'ordinateur n'est pas équipé pour faire ça de manière native. Ce qu'il faut, c'est écrire des logiciels qui vont être capables de comprendre ce qu'il y a dans l'image et construire ces descriptions. Et donc, c'est un problème sur lequel on travaille depuis le début des années 60. Il y a eu beaucoup de progrès, en particulier les progrès sont accélérés depuis une dizaine d'années. Mais c'est un problème qui reste difficile pour de nombreuses raisons. Par exemple, imaginez que vous vouliez reconnaître un objet. Eh ben, cet objet, si vous voyez de face ou de profil, il ne va pas du tout avoir la même apparence. Si vous êtes au soleil ou dans l'ombre, il ne va pas non plus avoir la même apparence, etc. Donc, il y a une variabilité très importante dans les images qui rend leur interprétation difficile. Il y a deux autres problèmes fondamentaux, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance visuelle, c'est-à-dire un peu extraire ces espèces de représentations sémantiques. C'est quel est le langage avec lequel on va parler des images. Quand on fait du traitement automatique des langues, qui est déjà de lui-même un problème extrêmement difficile, on a un avantage dès le départ vis-à-vis de la vision, c'est qu'on a une grammaire de base, on a un vocabulaire de base. Ce sont évidemment des approximations du vrai langage parlé ou écrit par les êtres humains, mais c'est quand même une approximation sur laquelle on peut travailler. Dans le cas de la représentation visuelle, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la représentation visuelle qu'utilisent les gens pour décrire leur monde visuel. Donc, il faut inventer cette représentation, ce qui nous donne de la liberté, mais ce qui est difficile. Une autre difficulté importante, c'est la granularité. Cette photo que vous avez là, à quel niveau doit-on la décrire? Est-ce qu'on doit la décrire au niveau d'une scène de rue, ou bien est-ce qu'on la décrire au niveau du cendrier, ou même au niveau des fibres du dossier des chaises? Et ben là non plus, on n'a pas de réponse évidente. On peut rentrer dans une image à un niveau, des niveaux extrêmement différents et essentiellement une infinité de niveaux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du texte, bien qu'on puisse évidemment comprendre un texte de manière différente. Donc, je vais commencer par vous parler de quelques succès. La vision aujourd'hui est partout. Je vais vous donner des exemples basés sur la robotique, la conquête spatiale et les effets spéciaux au cinéma, et vous montrer aussi quelques résultats plutôt impressionnants qui ne viennent pas de chez moi, bien sûr, mais qui viennent de recherche extérieure. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'illustrerai la plupart de mes propos avec des exemples qui viennent soit d'autres endroits, soit de chez nous et de collaborations que je mène avec tout un tas d'institutions en France et à l'étranger, dans l'université et dans l'industrie. Donc voilà un exemple. C'est un exemple qui vient d'un spin-off de Carnegie Mellon aux États-Unis. C'est un drone équipé d'un lidar. Le lidar, c'est un capteur laser qui va mesurer directement la profondeur. Et ce drone, il est capable de naviguer de manière totalement autonome, tout en construisant lui-même une représentation de son environnement, ce que vous voyez à gauche, là, tout en fonçant à 50 km/h dans le ciel.
Donc, on est capable aujourd'hui de construire des machines qui sont capables de faire ce genre de choses. Et c'est très difficile. Il faut que la machine soit capable de comprendre son environnement, de construire un modèle de cet environnement et de naviguer dans cet environnement. Un autre exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant que pour Perseverance, la descente finale du module d'atterrissage de Perseverance a été guidée par un programme de vision mis au point par par quelqu'un qui est au JPL, qui est un ancien étudiant de Carnegie Mellon aussi. Et c'est grâce à ce système de vision que Perseverance a pu atterrir tranquillement. Il faut se rendre compte qu'en général, un programme d'IA, si tout ce qu'on veut faire, c'est reconnaître quelqu'un dans une image, c'est pas bien grave. Maintenant, si Perseverance se crash, c'est 2,7 milliards de dollars qui partent à la poubelle, et donc c'est embêtant. Donc, c'est intéressant comment peut-on mettre au point des systèmes assez fiables pour qu'on puisse les laisser opérer de manière essentiellement autonome sur Mars. Un autre exemple, je fais de la pub un peu à mon domaine, excusez-moi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tous les films que vous voyez sont soumis à des manipulations numériques. Les plus visibles, bien sûr, ce sont les effets spéciaux dans les films à grand spectacle, mais en fait, quasiment toutes les images de tous les films, même des films plus artistiques, dirais-je, sont soumis à des manipulations numériques. Et la vision artificielle joue un rôle très important dans les effets spéciaux en général. Par exemple, pour comment insérer ou détruire, ou enlever, effacer des objets de scène filmés, comment calculer la position de la caméra vis-à-vis des acteurs, etc. Et ça, c'est une photo de Steve Sullivan, c'est un ancien étudiant à moi, qui, après sa thèse, est rentré chez Industrial Light and Magic, et il travaille sur Star Wars. C'est pour ça qu'il a la poupée de robot, je pense de Phantom Menace. Et il est devenu, quelques années plus tard, le Chief Scientific Officer de Lucasfilm. Maintenant, il travaille chez Microsoft et il a trois Oscars. Des Oscars techniques, mais 3 Oscars quand même. Donc, vous voyez, la vision mène à tout. Donc, on a eu pas mal de succès. Il y a beaucoup d'applications dans le monde industriel, dans le monde des startups, etc. C'est pour vous montrer 5 startups qui sont sorties de notre équipe. La première, celle d'Olivier Duchesne, en haut à gauche. Olivier est allé s'installer en Corée du Sud et a fondé deux compagnies. La première, Solidware, a été rapidement vendue à un grand groupe financier coréen. Et par exemple, ce qu'ils ont pu faire, c'est augmenter les revenus d'une grande compagnie d'assurance internationale, dont je ne peux pas dire le nom, de 70 millions d'euros par an, de dollars par an, pardon, dans ces opérations en Corée par les prédictions financières qu'ils ont fait. Les autres compagnies diplomatiques, Reagan, Iconem, pareil, c'est des startups qui ont eu pas mal de succès. Iconem a eu un certain succès médiatique parce qu'ils ont fait des grandes expositions au Grand Palais et à l'Institut du monde arabe sur la préservation de l'héritage culturel avec des méthodes issues de la vision artificielle. Alors, je vous parlais de résultats assez impressionnants qu'on peut obtenir aujourd'hui. Dans l'image d'en haut, ce que vous avez, c'est le résultat d'un programme de reconnaissance d'objets développé à Facebook AI Research à Menlo Park par Kai-Ming He et ses collègues. Vous voyez que non seulement le programme est capable de reconnaître des objets, mais même de les détourer dans les images. C'est-à-dire, vous avez ici les éléphants, les personnes, les parapluies que vous avez ici ont été identifiés en tant que tels par le programme de manière complètement automatique. Et en plus, ils ont été détourés dans l'image. Ce sont des problèmes extrêmement complexes. On ne pensait pas pour arriver à faire ce genre de choses encore il y a quelques années. Vous avez sans doute tous entendu parler d'apprentissage profond. C'est une des clés des succès récents de la vision artificielle, mais pas que. Il y a évidemment d'autres choses. Chez nous, par exemple, on travaille sur des modèles mathématiques liés à l'apprentissage pour, par exemple, la restauration d'images, etc. L'apprentissage joue un rôle clé en vision artificielle aujourd'hui, l'apprentissage profond également. Il y a aussi d'autres approches. L'apprentissage profond, comme le disait Laurence, ce n'est pas tout nouveau. Hein, c'était inventé plus ou moins par Ian LeCun à la fin des années 80. Mais le grand boom, c'était en 2012 quand Hinton et ses étudiants, Krzyzewski et d'autres, à Toronto, ont réussi à faire marcher ça de manière très impressionnante sur des images réelles. Avant, c'était dans des situations un peu plus contraintes. Alors, des défis. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de défis importants qui restent.
Alors, un des défis, c'est les problèmes d'annotation. En reconnaissance visuelle, en tout cas, on a besoin que des gens annotent des images. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais donner un petit cours d'apprentissage supervisé. Voilà une tâche classique en vision, c'est on se donne une image, l'image à droite, là, d'un castor, et on voudrait identifier quel type d'objet il y a dedans. On se donne a priori 3 classes d'objets, des castors, des chaises et des arbres, et on fait une campagne de notation où il y a des gens qui vont chercher plein d'images de castors, plein d'images de chaises, plein d'images d'arbres. Ils les annotent en tant que tels. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est construire une fonction f, une fonction de prédiction, qui, étant donné une nouvelle image, va pouvoir baser sur l'expérience qu'on a eue avec les images notées, prédire à quelle catégorie appartient cette image. Okay, et là, la démarche est assez simple. F, c'est la fonction de prédiction qu'on veut déterminer. Phi, c'est la représentation qu'on a pour chaque image xn. Pour chaque image, on a aussi le label Zn. Ça, c'est donc la période dite d'entraînement. Et ce qu'on veut faire, c'est minimiser par rapport à F la différence mesurée par ce qu'on appelle une fonction de perte L entre la prédiction faite par F sur l'image et le label donné par les annotateurs avec un facteur de régularisation qui contrôle le type de fonction qu'on peut apprendre. Et voilà comment marche l'apprentissage supervisé. La grande innovation de l'apprentissage profond, c'est que la représentation phi ici est apprenable elle-même. Donc on apprend non seulement la fonction de prédiction, mais la représentation des objets. Toujours est-il que pour faire ça, il faut beaucoup d'exemples d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a une tendance à essayer d'annoter le monde entier, d'étiqueter le monde entier. Là, je vous montre un exemple issu d'un jeu de données qui s'appelle MS Coco, qui est un jeu de données très populaire aujourd'hui, qui a permis de faire des progrès parce que d'abord, c'est un gros jeu de données qui permet de faire des évaluations rigoureuses. Ensuite, vous voyez le niveau d'annotation. Ça, c'est des annotations sur cette image, c'est des annotations manuelles qui ont été faites par des gens qui ont été employés pour ça. Et la personne qui a noté cette image a détouré une personne, j'imagine que c'est une espèce de berger, 5 animaux dont j'imagine, je ne sais pas, ça doit être plus ou moins des moutons, et aussi j'imagine un chien de berger devant. Je ne sais pas, je n'ai pas accès à ces notations. Imaginez faire ça avec une souris, je ne sais pas combien de temps ça vous prendrait, moi ça me prendrait, j'abandonnerais sûrement avant d'avoir fini, mais ça prendrait des plombes. Et en fait, on a estimé la quantité de travail manuel nécessaire à noter manuellement les 328 000 images de 91 catégories d'objets présentes dans MS Coco à 70 000 heures de travail manuel. Alors, ça peut valoir la peine de le faire d'un point de vue académique pour qu'on ait on se casse la tête pendant un grand moment pour mettre au point ce jeu de données, mais après, il est comment dire, disponible pour tout le monde et ça permet aux gens de faire des progrès et aussi de se comparer les uns avec les autres. On peut aussi imaginer que le coût correspondant vaille la peine, évidemment, pour un grand industriel qui il veut développer un produit qui va reconnaître des objets. Mettons le paquet, on va vendre des millions d'exemples de ce produit, on va avoir des services qui vont être utilisés par des milliards de gens avec ce produit. Ça vaut la peine de dépenser quelques millions d'euros pour faire une campagne d'annotation. Donc, c'est tout à fait valide de faire ce genre de choses, mais ça ne passe pas à l'échelle. On ne peut pas annoter l'Internet entier de cette manière. On ne peut pas annoter toutes les vidéos qui sont téléversées sur YouTube tous les jours, des heures et des heures chaque jour, de manière manuelle. Donc, c'est un des défis réels de notre communauté. Il faut trouver des méthodes qui demandent moins de travail manuel au niveau de l'annotation. On travaille depuis longtemps sur ce sujet dans mon équipe. Je vais vous donner juste un exemple. Je ne vais jamais rentrer dans les détails techniques. Encore une fois, les méthodes qu'on utilise sont un mélange d'apprentissage statistique avec parfois du deep learning, modèle plutôt physique ou physique entre guillemets du processus de formation d'images et des problèmes qu'on essaie de représenter, et donc un peu maths appliquées, etc. Et puis programmation et algorithmes pour résoudre ces problèmes, optimisation en particulier. Donc ici, l'idée, c'était on veut essayer de comprendre ce qui se passe dans un film, ici Casablanca, et sans faire aucune annotation manuelle. Alors comment peut-on faire ce genre de choses? Eh bien, on peut se servir des métadonnées qui accompagnent en général les images. Dans le cas d'un film, on a des métadonnées extrêmement précieuses, c'est le script du film.
Donc, tout film a été filmé d'après un script qui contient évidemment les dialogues, mais qui contient aussi une description des scènes à l'usage du metteur en scène. D'accord ? Donc ici, par exemple, pour Casablanca, c'est un extrait du script. Ingrid Bergman et son mari vont se faire placer par, je pense que c'est Dalio, je ne suis pas entièrement sûr, dans le restaurant. Et donc, le script dit que le serveur va les emmener à la table, ils vont passer par un piano, etc. etc. Et ce qui est indiqué dans le script est en fait corrélé avec le contenu visuel. En particulier pour ce petit passage ici, c'est le serveur qui va les amener à la table. Donc, on peut se servir des métadonnées, dans ce cas-là, le script et son incarnation dans les dialogues qui apparaissent dans les sous-titres d'un film pour annoter automatiquement un film sans aucune intervention manuelle et ensuite essayer d'apprendre automatiquement une interprétation de ce qui se passe dans le film. Donc, voilà un exemple de ce qu'on peut faire. On a construit un programme qui, étant donné un film, et étant donné des films, étant donné les scripts de ces films, construit à partir d'un vocabulaire prédéfini à droite ici d'action, une représentation de la vidéo, et à partir de cette représentation, est capable de faire du fast-forward et puis de ralentir quand il pense avoir trouvé l'action en question. À ce moment-là, le film ralentit et le programme affiche la question. Donc ici, la personne s'assoit, là, la personne va ouvrir la porte, etc. Et tout ça est fait de manière entièrement automatique sur des heures de film, avec, encore une fois, la variabilité étonnante de tout ce qu'on peut trouver dans un film. Alors, pour valider ça, on a aussi demandé à une personne d'annoter une partie des films de test qu'on a utilisés. Et ce que vous voyez dans ces images, en bas, vous avez des petits tirets, c'est les actions qu'a trouvées la personne. En haut, vous avez des plages beaucoup plus larges. C'est ce que, en bas, pardon, l'ordinateur, en haut, c'est ce que la personne a annoté comme étant une action donnée. Et la plage jaune correspond au fait de boire. Donc, clairement, pour la personne qui a noté le film, le fait de boire, enfin, clairement, c'est la manière dont moi je l'interprète, c'est quelque chose de social. Pour l'ordinateur, paf, c'est prendre le verre et le lever. Les deux interprétations sont valides, en particulier puisqu'on n'a pas de vérité de terrain donnée par un annotateur. Et ça souligne un des problèmes qu'on a en vision aujourd'hui, c'est l'absence de sémantique. Donc aujourd'hui, quand tout à l'heure, je vous montrais les scènes où on avait détouré automatiquement des objets, des éléphants, des bus, des parapluies, c'est très impressionnant. Moi-même, ça m'impressionne beaucoup. Et c'est un peu ce qui est ce qu'a fait la personne là, dans le je ne sais pas comment on dit cartoon, dans la bande dessinée de Gary Larson, hein, qui a peint à la main tous les objets qu'il y avait autour de lui. Et c'est ce que font les programmes de vision aujourd'hui. Ils mettent des labels sur les choses. Et ces labels sont des labels symboliques. En fait, le programme ne comprend pas ce qu'est une maison, ne comprend pas ce qu'est une porte ou ce qu'est un arbre. D'accord ? Ce que fait le programme, c'est des annotateurs ont pris des photos, les ont mis dans des sacs, et sur le sac, ils ont mis une étiquette qui est chat, par exemple, ou chien, mais qui aurait pu très bien être A, B ou C. Il n'y a pas de compréhension réelle de la sémantique, juste des problèmes d'étiquetage. Et à un moment donné, si on veut construire des machines plus intelligentes, il faudra évidemment comprendre la sémantique, c'est-à-dire comprendre ce que sont réellement les objets. Ça amène à penser que peut-être on n'a pas besoin de ces campagnes d'annotation du tout, ni même de métadonnées. Par exemple, si vraiment on pense que tout l'effort de supervision est consacré à mettre des étiquettes à mettre des images dans des sacs et puis à mettre une étiquette sur le sac, peut-être on peut se passer de supervision. Prenons par exemple cet exemple, on a, je ne sais pas combien, 7 images ici, 8 images, je ne sais pas, et on peut imaginer par exemple qu'un annotateur a mis les photos entourées en rouge dans un sac sur lequel il y a marqué cavalier. Mais il pourrait y avoir tout aussi bien marqué cheval, ou scène de manège, ou même barrière, puisque la barrière est elle-même dans les 3 images, ou même peut-être végétation. Donc, il y a des a priori dans ces problèmes de notation. Et si vraiment il n'y a pas de sémantique, alors pourquoi ne pas remplacer la notation humaine par une procédure automatique qui va trouver les images qui se ressemblent et qui va trouver dans ces images et découvrir automatiquement dans ces images où sont les objets pertinents. Dans ce cas-là, on a une approche totalement supervisée qui va vous permettre d'essayer de construire automatiquement des modèles de ce qu'il y a dans les images.
Voilà un exemple, c'est issu de travaux très récents dans mon équipe en collaboration avec Valeo et NYU sur la découverte d'objets non supervisés dans des grandes bases de données d'images. Maintenant, on arrive à traiter des bases de données d'images jusqu'à 500 000 images. En haut, vous avez des succès. Alors, alors qu'est-ce que c'est un succès? Donc, ce que fait le programme, c'est qu'il sort des boîtes rouges, là, et on dit que c'est un succès si, dans des images annotées par un être humain, les boîtes jaunes, les boîtes jaunes correspondent aux boîtes rouges. Donc, vous voyez que dans les parties du haut, ça marche plutôt pas mal. Dans les parties du bas, ça marche moins bien. Il y a quelqu'un qui a annoté de manière peut-être pas très intuitive des tonnes de voitures, et pas toutes d'ailleurs, sur le pont. Mais par exemple, n'a pas annoté les immeubles et les choses comme ça. Pareil, on n'a pas non plus réussi à trouver la planche de surf ici. Par contre, dans l'image de droite, est-ce que c'est un échec de la méthode de ne pas avoir trouvé la camionnette ici, ou bien est-ce OK de trouver les pancartes? Encore une fois, c'est difficile à dire, vu qu'on n'a pas accès à de la vraie sémantique. On peut étendre ce genre de méthode à des vidéos. Donc ici, on a pris le film Babe, qui sont les aventures d'un cochon parlant. Et on a laissé le programme trouver les structures qui se répètent le plus, avec le plus de régularité dans le film. Et évidemment, comme le film est sur les aventures de Babe, ce sur quoi va se concentrer le programme, c'est trouver Babe. Mais encore une fois, on ne lui a rien dit. Il découvre ça de lui-même. Mais il trouve aussi des visages de chiens, par exemple. Ce n'est pas surprenant. Les visages de mammifères se ressemblent tous, avec 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Et donc, ce n'est pas surprenant que le programme se concentre sur des parties telles que les visages. C'est lié à nouveau au manque de sémantique en vision aujourd'hui, et c'est aussi lié au problème de granularité. Est-ce qu'il faut détourer le chat lui-même, ou bien le chat et ses moustaches? Aujourd'hui, on ne sait pas. Ce n'est pas clair de manière générale. Alors, quelques opportunités pour finir, à la fois dans le monde industriel et dans le monde scientifique. Ça, c'est des résultats qui sont sortis hier. L'idée, c'est d'améliorer des photos prises par vos téléphones portables. Donc, la photo de départ, c'est la photo en haut. En fait, on ne prend pas une photo, on prend un petit burst avec le téléphone. Voilà, au milieu, vous avez ce que vous trouvez si vous zoomez sur une des images du burst. Donc, il y a beaucoup de bruit et c'est complètement flou. On ne peut pas lire, par exemple, ce qu'il y a marqué sur l'étiquette de la bouteille de rhum, là en bas. Et après avoir utilisé le burst de manière intelligente, avec un bon modèle mathématique et physique du problème, on est capable de lire sans aucun problème ce qui est marqué sur l'étiquette, etc. Et on obtient des images de très bonne qualité à partir d'images de basse résolution, très bruté. Voilà un autre exemple aussi qui est sorti hier. Là, c'est un peu plus difficile à dire, je pense, sur l'écran, où on enlève ce qu'on appelle le PSF de la caméra d'une image. C'est-à-dire que toute caméra, même quand l'image est au point, souffre de flou et d'aberration chromatique. Et là, on arrive à enlever les deux, encore une fois, avec un modèle de formation d'image approprié, etc. Donc, vous pouvez imaginer les applications de ce genre de choses pour les appareils, pour les téléphones et pour les applications scientifiques également. Ça, c'est un autre exemple dans le cadre d'une collaboration avec Stellantis, ex-Peugeot Citroën, ex-PSA. Dans ce cas-là, ce à quoi on s'intéresse, c'est la navigation de voitures autonomes, et en particulier comment comprendre les données LIDAR, ce que vous avez vu sur la gauche, c'est un peu les mêmes données qu'avait le drone tout à l'heure, et comment construire une représentation synthétique de ces données dont le navigateur d'une voiture autonome puisse se servir. En particulier, on essaie de construire des représentations, non pas en termes de nuages de points comme c'est sur la vidéo, mais plutôt des représentations structurées en termes de mèches polyédriques des surfaces considérées. Voilà un autre exemple, ça c'est dans le cadre d'une collaboration avec le labo d'archéologie de l'École normale supérieure et la société Econem à Pompéi. Donc on a eu un projet qui a duré plusieurs années sur une villa particulière à Pompéi. Donc là, sur la photo, il y a Yves Bellman d'Iconem, son collègue, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, et un de leurs drones. Et ils vont survoler Pompéi et obtenir ce genre de résultats. Donc ce que vous voyez ici, ce n'est pas une vidéo prise par un drone, c'est un modèle 3D de Pompéi reconstruit à partir de 30 000 images obtenues par un mélange de drones et de photos prises à la main, enfin sur une perche en fait,
en se promenant dans Pompéi. Et donc, on obtient ainsi un modèle global de Pompéi, qui n'est pas parfait, évidemment, mais qui est de bonne qualité, d'assez bonne qualité pour, par endroit en tout cas, être capable d'être utilisé comme une espèce de base de données spatio-temporelle par des archéologues. Si vous n'êtes jamais allé à Pompéi, je vous engage à y aller, c'est quand même formidable. Ah, j'ai oublié de dire que nous utilisons ces images avec l'aimable permission de la surintendance de Pompéi, qui est responsable du site. Et si ça vous intéresse, il y a un merveilleux livre que vient de publier Hélène Dessalles, ma collègue archéologue à l'ENS, sur la villa de Diomède, celle où nous travaillons. Moi, j'ai une contribution tout à fait mineure, c'est mon grand plaisir sur ces travaux, mais comment des méthodes de vision artificielle et de photogrammétrie peuvent être utilisées pour reconstituer le passé historique de cette villa à Pompéi. Je vous conseille vivement la lecture, c'est passionnant. Et pour conclure, on démarre aujourd'hui, on a démarré au début du mois, une collaboration avec l'Observatoire de Paris et le CNRS, les labos du CNRS d'astronomie à Lyon, sur la découverte d'exoplanètes dans de l'imagerie optique. Donc, je ne sais pas si vous suivez beaucoup la découverte d'exoplanètes, mais ça se fait la plupart du temps en regardant les profils d'intensité des étoiles, et on voit quand l'intensité baisse, en gros, et on essaie de repérer les images comme ça. Là, c'est différent. Vous prenez un grand télescope, vous regardez une étoile, vous mettez un petit coronographe pour cacher l'éclat de l'étoile au milieu de l'image, bien sûr, sinon elle va tout éblouir, et vous essayez de trouver des exoplanètes dans l'image extrêmement bruitée que vous allez retrouver ici. Et ils font ça avec des grands télescopes. Le prochain, ils vont travailler bientôt sur le Extremely Large Telescope, qui aura un miroir principal de 39 mètres de diamètre. Et donc, ils font des choses passionnantes, la découverte d'exoplanètes autour d'étoiles jeunes, et même la reconstruction de disques protoplanétaires autour de ces étoiles jeunes. Et donc, ce que nous allons commencer à faire ce mois-ci, c'est travailler avec eux pour appliquer des méthodes de vision artificielle à ce genre de problèmes scientifiques. Et là, vous avez des grands défis. C'est un peu comme dans le cas de la sonde martienne, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on veut de la vraie vérité scientifique. On a aussi besoin d'estimer l'incertitude, ce qui est très difficile. Je m'arrête, j'ai parlé trop. Oui. Merci beaucoup, Jean. Voilà, comme ça, on peut converger. Je pense qu'on peut arrêter de partager l'écran, revoir Laurence. Et voilà, merci beaucoup pour ces exposés passionnants. Il y a beaucoup de monde dans la salle, de plus en plus au cours de la session. Donc, voilà. Alors, Antoine, n'hésite pas à me transmettre les questions qui viennent. Et je vais vous poser une question à vous deux. Par rapport à ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Bon, vous avez participé activement au plan en France, mais vous avez aussi une vision internationale tous les deux. Et alors, je me demande un peu comment vous appréhendez cette question de ce projet européen d'une IA éthique. Est-ce que vous pensez que l'Europe est en train de faire le bon mouvement pour essayer de se positionner à l'échelle mondiale? Et je pense que vous avez des avis qui peuvent être nuancés l'un et l'autre. Laurence, tu commences? Non, je vais prendre la parole en second, si tu veux. Si Jean est d'accord. Oui, pas de problème. Donc, il est certain que l'Europe se positionne, il est certain, j'en suis pas sûr, mais il est clair que l'Europe se positionne là-dessus de manière très volontaire. Je pense qu'il y a des problèmes d'éthique associés à l'IA. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont peut-être plus urgents, qui sont des problèmes liés à la fiabilité, aux réglementations, aux responsabilités, etc. Par exemple, si on veut déployer des voitures autonomes, comment on va le faire? Aujourd'hui, c'est le conducteur qui est responsable. Qu'est-ce qui va se passer quand on va passer au niveau 3 d'autonomie, et que ça va être qui va être responsable à ce niveau-là? Je pense que ce sont des questions extrêmement importantes. Quand on va déployer des
systèmes critiques, encore une fois, que ce soit les voitures ou les avions autonomes, etc., ou quand le système de navigation de persévérance. Comment avoir, ou dans des applications scientifiques, comme j'essaie de le dire à la fin, comment s'assurer d'avoir des systèmes qui sont fiables. Et ça, je pense, sont des problèmes extrêmement importants. Après, évidemment, il faut éviter l'utilisation de systèmes d'IA dans des applications très discutables. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Et il faut aussi que les gens aient des notions de responsabilité introduites dans leur éducation. Et donc, je vais repasser la parole à Laurence, mais j'avais aussi une question, Jean, par rapport aux investissements. Moi, j'ai dans la tête que les questions d'investissement ne semblaient pas spécialement prioritaires au niveau européen. Est-ce que je me trompe? Tu disais, ce n'est pas l'argent, on arrive à aller chercher de l'argent. Je ne crois pas avoir dit ça maintenant, mais je l'ai dit souvent. D'accord. En France, il y a quand même eu un gros effort. Avec les 3 IA, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Au niveau européen, il y a plusieurs initiatives. Alors moi, je ne suis pas directement impliqué, en particulier pour des histoires de conflits d'intérêts avec Paris, etc. Oui. Mais il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Je pense que l'Europe essaye de se bouger un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, on a multiplié par 20 les investissements au niveau européen entre 2019 et 2020. Mais aujourd'hui, on est dans un système où effectivement, trouver de l'argent est relativement facile, à la fois au niveau gouvernemental, puisque les investissements européens ont beaucoup augmenté, mais effectivement au niveau industriel, énormément d'entreprises se lancent dans l'IA, venues de tous horizons. On a travaillé avec les GAFA d'un côté, bien sûr, mais on travaille avec les gens de la voiture autonome et tous les partenaires industriels de Prairie. Beaucoup de Français. Et au niveau des PME, il y a aussi. Oui, on travaille avec des PME. Là, on travaille avec des XOMark. Des XOMark, je ne sais pas si vous connaissez comme boîte, c'est le leader mondial de l'évaluation des téléphones portables. Donc, n'importe quel fabricant de téléphone portable en sort un nouveau, il veut faire évaluer son appareil photo, il va voir DxOMark, une PME française. Donc, on travaille avec eux, on travaille un peu avec des startups et on travaille pas mal à nouveau dans le cadre de Paris avec des chiffres. Donc, on travaille beaucoup avec des industriels un peu de tous les types. Et il y a des gens, ce que je veux finir, je devrais laisser parler Laurence, c'est qu'il y a des gens venus de tous horizons. On travaille par exemple avec Louis Vuitton. Oui. A priori, on n'imaginerait pas nécessairement. Mais je pense que c'est un message super important que tu passes là, c'est qu'effectivement, c'est cross-sectoriel et toutes les entreprises doivent s'y mettre parce que c'est une des conditions de leur survie, quelque part. Ouais. Mais je pense qu'elles en sont conscientes. Mais je pense que Laurence devrait prendre la parole. Voilà. Laurence. Oui, alors je vais compléter. Même question, les questions éthiques ou le positionnement de l'Europe paraît-il pertinent? Et après, la question du financement des plans nationaux, etc. Donc, moi, je partage la vision, en fait, aussi sur l'éthique qu'il faut pousser, en même temps que l'économie. J'ai l'impression qu'on a toujours des visions à court terme encore. Si tu veux, on a loupé le virage de l'écologie. On ne va pas faire la même erreur peut-être avec l'éthique des machines. Mais j'ai peur que ce soit un peu la même chose. On n'a jamais de vision à long terme. Et il me semble qu'aller chercher des fonds et trouver des startups qui vont faire des trucs brillants sur le moment, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il faut imaginer qu'on est en train de changer la société en profondeur et qu'il ne faut pas juste faire de la philo, il faut trouver des métriques qui le montrent. Si je prends aussi ma casquette femme et IA, si tu veux, si je prends des métriques pour regarder le nombre de femmes en IA, c'est 20 à 30%, que ce soit dans les sciences ou l'informatique, les technologies. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on modélise les comportements humains à travers ces systèmes. On va modifier les choses dans l'éducation, le transport. Toute la société va être immergée par des objets qui vont être du numérique et qui auront des systèmes d'IA. Donc, il est très important. C'est un appel vraiment à ce que les jeunes filles soient aussi présentes et qu'elles soient aussi présentes parce que ce n'est pas seulement un problème de geek dans son grenier, l'informatique, c'est un problème de société.
Et je pense que là, on peut attirer sur l'interdisciplinarité. Je pense aussi que les sociétés doivent avoir à chaque fois comme idée la déontologie, enfin, qu'est-ce que les conséquences éthiques de ce que je suis en train de faire? Et on ne l'entend pas assez. Alors, merci Laurence. By the way, sur la conférence ici, oui Jean, je te passe la parole. On a 40% de femmes, donc on est un peu au-dessus de ce que tu disais. Jean, je vais oui. juste dire sur le coup des femmes, je ne suis pas sûr que ce soit lié à l'éthique, mais par contre, c'est un problème extrêmement important. C'est 20 à 30%, ça me semble optimiste. Oui, ça me semble aussi optimiste. Je suis ravi qu'il y ait 40% de femmes Ouais. dans ton public, mais c'est désastreux. Dans les speakers. Il faut faire quelque chose. Dans le cadre de Prairie, on s'est engagé à faire de outreach. On commence la première session dans un collège a été cette semaine. Mais c'est quelque chose qu'on pense extrêmement important. Nos partenaires industriels eux-mêmes s'en rendent compte. Et le fait d'avoir des femmes et de la diversité est important pour eux. Un, parce que c'est important pour la société, ils le savent. Et deux, ils ont besoin de gens. C'est des ressources, c'est un vivier qui reste inexploité. Et donc, c'est totalement stupide de leur part, en dehors de leur responsabilité vis-à-vis de la société, de l'ignorer. Il en est de même pour les pays peu représentés aujourd'hui dans le... Dernier point. Il me semble que sur la santé, on a aussi à jouer énormément. On se rend compte avec le Covid à quel point c'est un problème. La question des personnes âgées, de l'assistance à distance également avec des robots et des tas d'objets qui auraient la vision automatique de gens et de la possibilité de converser qu'on fait avec la parole. Et on ne met pas assez le poids là-dessus. Et on ne met pas assez le poids sur l'éthique en pensant à ces sujets-là aussi. Construisons très vite des systèmes intelligents et allons plus vite que pour des buts et des usages qui soient louables aussi pour la société. Oui. J'en ai aussi des gadgets informatiques, si tu veux. D'accord. Et de la finance qui se gave là-dessus. OK. Alors, une petite digression. Demain, à 2 heures, il y a un débat sur le futur des métiers, de l'éducation, des compétences à acquérir. Il y aura une introduction par la ministre Petra Du Sutter, la vice-première ministre, notamment sur l'importance de la position des femmes dans les STEM, dans les sciences, technologies, mathématiques, etc. Deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai une question sur justement les applications de l'IA dans le cadre des défis environnementaux. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? On le voit bien dans le domaine de la santé. De quelle manière l'IA peut contribuer au changement climatique, par exemple? Le numérique, ça te permet de quantifier et donc l'IA te permet d'anticiper. Si tu fais des modèles de prédiction, tu pourrais trouver à la fois peut-être des causes aussi. On sait qu'on n'est pas très bon pour trouver les causes avec du deep learning, mais c'est des champs de recherche énormes en fait pour trouver l'explicabilité des systèmes, mettre des systèmes en parallèle qui ont différentes capacités mathématiques et vont pouvoir ouvrir ou pas à l'influence de certains paramètres. C'est sûr que sur l'écologie, on a évidemment des choses à apprendre en utilisant de l'IA. Voilà, alors je regarde un peu quelles sont les questions. Laurence, tu as mis quelque chose dans le panel, ce n'est pas une question. D'accord. Le test de Turing, c'est une proposition de test d'IA qui est fondée, j'ai lu aussi le chat, qui est fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Voilà. Et effectivement, ça a été décrit par Alan Turing en 1950 et c'est fondé sur l'imitation. C'est un peu comme si on regardait un avion, on dit voilà la fonction de vol, mais c'est pas pour ça qu'on sait que c'est un oiseau. Enfin, il n'a pas les fonctions d'un oiseau. Il a la capacité de faire quelque chose. Et là encore, c'est une capacité, comme le disait Jean, d'imiter la conversation, c'est-à-dire qu'on parle, la machine parle, mais ne comprend pas ce qu'elle dit et n'est en rien responsable de ce qu'elle dit. Moi, je n'ai pas de questions à me poser à moi-même. Donc. Merci. Oui. Voilà. Alors, il y avait une question, Jean, peut-être un peu plus sur les aspects techniques, mais sur la question du temps d'entraînement, notamment dans les questions de vision, de reconnaissance. Voilà. C'est une question évidemment très large qui est posée ici. Moi, je ne suis pas trop même dans le cambouis, donc je ne sais jamais trop combien de temps ça prend pour entraîner les trucs qu'on fait. Mais je pense que la recherche à base de GPU, ce n'est pas mon but dans la vie, disons. Et donc, il faut être un peu plus frugal. D'abord parce que il y a une tendance aujourd'hui à faire des systèmes monstrueusement grands, avec des milliards de paramètres. Si on fait ça, ça prend beaucoup de temps à entraîner, évidemment, donc ça consomme de l'énergie.
il paraît qu'il y a des études qui montrent que ça en consomme moins qu'on le pensait, mais il faut regarder ça de près. Mais je pense qu'il faut, et c'est lié un peu à ce qu'a dit Laurence tout à l'heure, une des choses sur lesquelles nous on travaille, c'est développer des méthodes qui sont explicables par nature, qui sont interprétables par nature, et qui ont des nombres de paramètres qui restent assez grands, mais quelques dizaines de milliers, voire un million, mais pas des milliards et des milliards. Et donc, je pense mais il y a pas mal de travaux là-dessus. Il y a tout un effort à faire sur des trucs qui sont plus frugaux. Et c'est lié aussi à la dépendance à des données extrêmement massives, et ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Pour gagner un pouillème de pourcent, des choses qui ne sont pas toujours des vraies applications. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire un peu attention au temps de calcul et qu'on passe à tout ça. Oui, la question était vraiment une question technique et pas liée nécessairement à la question précédente sur l'environnement, mais enfin, évidemment, il y a un lien. Alors, la question technique, exactement combien de temps ça dure, j'ai aucune idée. On utilise des gros ordinateurs. Il y a un des trucs du plan IA sur lequel je dois avouer un tout petit peu sceptique au départ. Oui. C'était l'achat par le gouvernement et la mise à disposition des chercheurs d'un super calculateur. Donc, ils l'ont fait, ça s'appelle le calculateur Jean-Zé. Et ça a fait une différence. Nos étudiants s'en servent tous les jours. Et donc, il y a clairement besoin, on a clairement besoin d'accès à des grosses capacités de calcul. Et le fait que la France, par exemple, soit dotée d'une grosse capacité de calcul académique, je pense que c'était a posteriori. C'est une bonne idée, en fait. Une excellente idée. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ce même type de projet HPC, par exemple, au niveau européen, ou des projets comme Data, comme Gaia-X? J'avoue que je ne le connais pas. Si c'est un peu la revisite d'un cloud souverain, si tu veux, et de mettre en place, en tout cas dans un premier temps, les aspects infrastructure, de réfléchir ensuite à une gouvernance de données. Pour le cloud, un peu de souveraineté pour le cloud, c'est sûrement une bonne idée, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Après, il ne faut pas que ce soit trop lourd, il faut que ça se passe réellement, etc. Donc, c'est une des choses qui a bien marché avec Jean-Zé, c'est que ce n'est pas toujours pas. Non, excuse-moi, Laurence, vas-y. Donc, ce qui a bien marché, mais c'est intéressant peut-être, ce qui a bien marché avec Jean-Zé, tu disais, Jean? Je disais que c'était pas trop lourd. Moi, j'avais peur sur un truc qui soit utilisé la plupart du temps et le jour des deadlines, ça cassait. Et en fait, c'est un truc qui est facile à utiliser avec un protocole d'utilisation qui est apparemment très simple. Et donc, ça a bien marché. Pardon, Laurence. Je voudrais abonder dans ton sens sur les plateformes maintenant qu'on a de calcul. CNRS, pareil, on profite de tout ça. Et c'est très bien. Je voudrais insister sur le fait que quand on pense à des milliards de données qu'on va utiliser, ce qui est le cas par exemple de OpenAI ou Google qui font une course effrénée au modèle de langage BERT ou OPT3, il y a vraiment à se poser des questions sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier justement la puissance sans vérifier du tout ce que la machine a appris. Il y a des tas de données qui viennent d'Internet, ce sont des données qui ont été générées par des machines, qui ne sont absolument pas vérifiées. Et il y a aussi des fake news, il y a aussi tout et n'importe quoi. Et des chercheurs à l'intérieur de Google ont commencé à exprimer leur mécontentement et se sont fait licencier. Donc, on a, je pense, en Europe, à quand même à pousser cet aspect éthique en disant, voilà, nous, on pourrait faire aussi des choses plus frugales et plus viscéralement liées à l'éthique en travaillant sur une annotation propre de ces données, parce que de toute façon, ça amènera à quelque chose de discriminant et de peu souhaitable si on suit les mêmes pratiques. Ceci dit, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du NLP, mais je crois comprendre que BERT, ça marche très bien quand même. Oui, mais ça marche aussi très bien de temps en temps pour faire des énormes erreurs. D'accord ? Le système d'IA fera des erreurs. Après, il faut les Non, contrôler. mais d'accord, mais c'est pas. Enfin, pour l'utiliser aussi avec des étudiants, excuse-moi, je pense qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on met dedans. Si à terme, ça marcherait encore mieux, tiens, tu veux que je caricature, ça marcherait encore mieux si tout était généré par des machines. Si le langage était généré par des machines, on aurait quelque chose d'un peu plus simple à apprendre dans un modèle de langage, dans une ontologie. Donc, si tu veux, il faut faire attention aussi à ce qu'on est en train de mettre et cette boucle infernale d'apprentissage de ce que génèrent les machines. Il faut que je réponde. Le coût d'entraîner sur des... On clôture dans 4 minutes.
Mais je vous en prie. Nous, on y fait face en permanence parce qu'on fait de la restauration d'image. Donc, la restauration d'image, c'est un truc où on a des bons modèles, contrairement au langage. Et, enfin, pardon, on a des modèles qui sont très précis. Et même là, en fait, on a des problèmes parce que quand c'est facile d'engendrer des données synthétiques autant qu'on veut et avec des très bons modèles. Et malgré tout, quand on transpose ça au moment du test sur des données réelles, ben, ça marche moins bien que si on pouvait le faire avec des données synthétiques, avec des données réelles à l'entraînement. Donc, l'utilisation de données synthétiques est très, très importante et intéressante, mais l'utilisation de données réelles, est, je pense, est fondamentale. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a une question pour clôturer. Dernière question très rapidement de Benoît ici. Dans quelle mesure l'IA est au service de l'intelligence humaine, en fait? Voilà, donc est-ce que ce n'est pas ça le point le plus important? Si, évidemment, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il faut se donner des métriques, surveiller, auditer, évaluer. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, la puissance qu'on peut obtenir à partir de ces systèmes, ce pourquoi on les fait et est-ce qu'on les comprend. Et j'ai peur, moi, d'une fracture dans la société, une fracture numérique, non pas parce qu'ils n'auraient pas accès, qui est déjà un problème, mais aussi pour les gens qui auraient accès, qui ne comprendraient pas que la machine peut les manipuler, évidemment. Comme l'a très bien dit Jean, on peut faire des systèmes qui modifient l'interaction, qui vont faire des faux visages, des fausses personnalités, qui vont parler à d'autres. Et dans tout ça, il y a quand même à faire partie et à prévenir. Tu veux, la frontière humain et machine est en train de se converger et je pense que c'est dangereux de ne pas l'anticiper. Oui. Jean, le mot de la fin? Sur les fake visages et tout, moi, je trouve qu'ils sont toujours pas très convaincants et surtout, je comprends pas très bien à quoi ça sert à part enquiner les gens. Mais d'accord. c'est assez impressionnant, c'est vrai. Je pense qu'il faut, pour l'instant, on n'a pas... on n'a pas de système intelligent dans ce qu'une personne appellerait intelligence. Donc, je ne sais pas si l'IA doit être au service de l'intelligence humaine, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout de l'aide à la décision. Ce n'est pas de la décision autonome en grande partie. Il va y avoir des systèmes critiques où il faut des réactions extrêmement rapides. Et ces réactions-là, il faut les prendre de manière autonome. Encore une fois, pensant Mars Rover qui atterrit, il est trop loin pour qu'on puisse le télécommander. Mais je pense que la majorité des applications aujourd'hui critiques sont dans l'aide à la décision. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie énormément de tout cœur, vraiment, pour votre participation à cette première semaine belge de l'intelligence artificielle dans le cadre des carrefours de l'IA. Donc, on commence à bouger partout en Belgique. Enfin, je veux dire, ça fait 2 ans qu'il y a un plan en Flandre. Il y a la Wallonie a embarqué vraiment de manière forte fin de l'année passée, en ayant déjà une stratégie, mais a investi massivement dans un projet qui réunit toutes les universités francophones et centres de recherche du pays qui s'appelle Trail. Donc, je pense que ce sera des contacts qui sont à mettre en place aussi avec la France. Bruxelles a annoncé lundi la mise en place de son AI Institute for the Common Good et on est en train de discuter du plan fédéral. Donc, ça, c'est la complexité un peu belge. Mais merci pour votre soutien et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi pour Jean. On est encore assez tôt le matin, donc je te remercie. Je vous donne rendez-vous aussi, si vous avez la possibilité, je vais envoyer un mail pour ça, à tous les speakers lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu à 6h vendredi, 6h heure de Bruxelles, vendredi. L'idée, c'est de faire un wrap-up parce que l'initiative est un peu unique. Donc, on veut lancer la semaine européenne de l'IA l'année prochaine, du 14 mars au 18 mars. On aimerait faire une photo avec les 250 speakers, si possible, et faire un wrap-up de tout ce qui s'est passé. On a eu, je vous ai dit, 6000 inscriptions lundi. Donc, c'est un peu... Voilà. Et vendredi, on a baptisé le European AI Day. On accueille notamment le Hub France Intelligence Artificielle, mais aussi des hubs d'une dizaine de pays européens. Voilà, merci de tout cœur pour cette participation et peut-être à vendredi, j'espère que vous avez l'occasion
de nous rejoindre alors pour la demi-heure de la keynote de clôture, qui sera en fait un wrap-up et cette photo avec tout le monde. N'oublions pas aussi, Nathanaël, de préciser que le 21 avril, les carrefours de l'IA reprennent avec un thème sur l'IA et la santé. Et on va aussi remercier, donc je tiens à te remercier personnellement, Nathanaël, pour l'organisation de cette AI Week, mais aussi tout simplement de tous ces événements et d'être partenaire en fait, des carrefours de l'IA, avec également un remerciement pour Trail et l'AWEX. Qui collaborent aussi pour l'organisation de ces événements, mais aussi un dernier remerciement aussi au service public wallon pour leur soutien. Donc voilà, je vous remercie énormément aussi Jean et Laurence pour la qualité de vos interventions et le temps accordé justement dans ces webinaires. Je vous remercie vraiment de tout cœur et je vous souhaite une excellente continuation. Merci, Voilà. bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci, excellent. Alexander, dis-moi où je dois aller.